Regardez ça, c'est la maquette d'un hôtel de luxe qui devait être construit par la Corée du Nord en Ouganda. Mais c'est loin d'être fini, parce que ce prétendu hôtel n'était qu'une façade. Sous son apparence de complexe luxueux se cachait en réalité une usine secrète destinée à fabriquer des armes et de la méthamphétamine clandestinement. Et pourtant, c'est pas l'usine qui est la plus importante dans cette histoire. Le plus fascinant, c'est l'homme qui a réussi à révéler ce projet au grand jour. Parce qu'il n'était ni espion, ni militaire, ni agent secret. C'était un simple cuisinier à la retraite qui, à lui tout seul, a voulu humilier Kim Jong-un. Pour ça, il s'est infiltré dans les réseaux de la Corée du Nord pendant 10 ans. Et ce qu'il a découvert est tout simplement hallucinant. As a former criminal, you don't calculate with risk that high. Laissez-moi vous présenter notre homme, Ulrik Larsen. Il est né en 1976 au Danemark et rien ne le prédestinait à devenir espion. C'est un homme ordinaire, il est marié, père de famille et il travaille en tant que chef cuisinier. Mais il est contraint de prendre sa retraite très tôt pour des raisons de santé. Et forcément, il a beaucoup de temps libre devant lui et disons-le clairement, il se fait chier. Et quand on se fait chier, on s'occupe comme on peut, notamment en regardant des documentaires. Et très vite, il développe une petite obsession. Parce que ce qui l'intéresse, ce sont les régimes totalitaires. Faut dire que dès son enfance, il a été marqué par ses voyages avec son père en Allemagne de l'Est qui lui ont permis de nouer une amitié avec un autre enfant qui, lui, vivait dans ce régime communiste avec clairement une réalité totalement différente de la sienne. Et c'est comme ça, dans son canapé, que des années plus tard, il tombe sur The Red Chapel. Un documentaire tourné dans un des derniers régimes totalitaires au monde. Le concept est assez fou, voire suicidaire. Sous prétexte d'un échange culturel, le réalisateur Mads Brügger se fait passer pour un sympathisant communiste et organise une tournée de cabaret en Corée du Nord. L'idée là est de mettre en scène des situations complètement absurdes pour tester un peu les limites de la censure nord-coréenne et montrer ce qui se cache réellement derrière le régime. A little pussy, that what Yes, does it a mean? cat, a cat. Pussy, with In English, you can say pussycat or cat. It's a cat. Pussy. Meow. meow, pussy, Yes. what does it mean? Et Ulrik, quand il voit ça, il est bluffé par la capacité du réalisateur à entrer dans le pays le plus fermé au monde avec une caméra et surtout en mentant sur ses intentions. Mais il reste un peu sur sa faim. Il y avait tellement de choses à faire en ayant des accès à la Corée du Nord, pourquoi s'être restreint à des spectacles d'humour ? Il contacte alors le réalisateur sur Facebook et il lui explique qu'il est frustré. Son documentaire était cool, mais il pense qu'il y a matière à faire plus. Il pense que c'est possible d'en savoir beaucoup plus sur la Corée du Nord. Il veut aller beaucoup plus loin. Il veut révéler au monde entier le trafic d'armes clandestin organisé par la Corée du Nord. Et il sait déjà qu'il veut filmer le plus de choses possible pour en faire un documentaire. Pour autant, c'est pas une Totally Spies. Il a jamais fait partie d'une agence de renseignement, il ne connaît rien à l'espionnage, c'est juste un mec dans son canapé qui décide de défier une dictature. Et Mads, le réalisateur, il est pas totalement convaincu. Surtout que lui, il pourra pas vraiment l'aider, étant donné qu'il est banni de la Corée du Nord maintenant. Mais il demande quand même à Ulrik de le tenir au courant si, par miracle, il arrive à s'infiltrer. À ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais Ulrik vient de mettre les pieds dans une histoire qui va durer 10 ans. 10 ans à risquer sa vie. Il va devoir faire attention à tout. Ses déplacements, ses conversations, les personnes qu'il fréquente et même les traces qu'il laisse sur Internet. Mais malheureusement pour lui, NordVPN n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, c'est pourtant le genre d'outil qui lui aurait été probablement très utile parce que NordVPN, c'est plus seulement un VPN qui permet de chiffrer sa connexion Internet et d'éviter qu'on puisse facilement suivre son activité en ligne. Mais c'est devenu une véritable solution de sécurité numérique tout en un. Par exemple, avec l'abonnement Premium, vous avez accès à leur antivirus intégré qui bloque les sites frauduleux
jeu, les tentatives de phishing et d'autres menaces avant même que vous ne cliquiez dessus. Vous avez aussi accès à NordPass, un gestionnaire de mots de passe qui génère automatiquement des mots de passe complexes et les stocke de façon sécurisée, mais avec l'abonnement classique, NordVPN scannera aussi le dark web pour vérifier en permanence si vos adresses mail apparaissent dans des fuites de données, et si c'est le cas, vous recevez une alerte avant que quelqu'un ne puisse réutiliser vos identifiants. Sans oublier que NordVPN, c'est aussi une politique no-log, ainsi que le changement d'emplacement virtuel pour profiter des contenus géobloqués, et en plus de ça, vous pouvez utiliser jusqu'à 10 appareils simultanément avec votre abonnement. Alors vous aussi, profitez de 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Par contre, cette offre est uniquement disponible via mon lien en description et en commentaire épinglé. Et puis, c'est satisfait ou remboursé sur les 30 premiers jours, donc il n'y a aucune raison de ne pas tester. Merci à tous ceux qui le feront, ça me soutient beaucoup. Et merci beaucoup à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous feriez comment pour infiltrer la Corée du Nord, vous? Non mais je vous dis ça parce que Ulrich, il a aucune idée de comment s'y prendre. Alors, il va googler Danemark, Corée du Nord. Sauf que cette simple recherche Google va lui faire découvrir la KFA, la Korean Friendship Association. C'est une organisation officiellement reconnue par le gouvernement nord-coréen. Elle a été fondée en 2000 pour promouvoir l'image de la Corée du Nord à l'étranger contre ce qu'elle appelle la propagande occidentale. Ce fan club de la Corée du Nord leur permet surtout d'obtenir des renseignements sur le reste du monde sous couvert d'échanges culturels. Et cette association a des branches un peu partout dans le monde, mais Ulrich, lui, il découvre l'existence d'une branche dans son pays, au Danemark. Ça lui paraît fou quoi. Comment des citoyens danois peuvent-ils soutenir une dictature? Pour lui, le Danemark accorde beaucoup d'importance au bien-être de ses citoyens, ce qui est l'opposé de la Corée du Nord, qui est connue pour réprimer la population et torturer ses opposants. Mais ça lui semble être une bonne première piste. Alors, il contacte le président de l'association danoise en se faisant passer pour un fan de la Corée du Nord. Et après quelques échanges de mails, il est invité à une réunion de l'association à Copenhague. Il y va alors avec un peu d'excitation et puis tout se passe bien. Il est pas repéré et cette première réunion lui a permis de rencontrer tous les hommes et les femmes qui font partie de l'association. Pour le coup, ils ont un peu tous le même profil. Souvent, ce sont des hommes qui se sentent exclus du système. Ils sont aussi des fervents défenseurs du communisme et ils croient dur comme fer que la Corée du Nord est le dernier pays à vraiment défendre le vrai socialisme contre l'impérialisme américain. Et en face, Ulrich il joue plutôt bien le rôle du mec qui est fan de Kim Jong-un. Alors il continue d'assister aux réunions de l'association et rapidement, il en devient membre. Et il commence à tout filmer. Pas en caméra cachée, non, il vient avec sa caméra en expliquant qu'il veut faire des vidéos YouTube pour dénoncer la vision occidentale sur la Corée du Nord. Puis, en rentrant chez lui le soir, il regarde des heures de films de propagande pour comprendre le fonctionnement du régime. Son but est de ne surtout pas se faire griller, alors il fait tout pour incarner le parfait admirateur du régime. D'ailleurs, à chaque fois qu'il entre dans son personnage, il a un petit rituel. Il met un parfum spécifique. Så jeg har gjort det lidt til en tradition, at når jeg er ude i det her regi, så får den lige et par sprøjt, inden jeg går ned til mødet, så giver lugten mig en eller anden idé om, at nu er jeg i Nordkorea. Et ça marche étonnamment bien. Il devient un membre ultra actif et il prend un peu le rôle de chargé de communication de l'association. Ce qui, pour le coup, est une super stratégie pour continuer de filmer absolument tous les rassemblements. Mais cette promotion, elle n'est pas tombée par hasard. Parce qu'il avait très vite compris que pour monter en grade, il fallait être le plus faillot possible. Il continue donc à jouer son rôle de lèche-botte au point de gagner la confiance du dirigeant de la KFA. Alexandro Kaodebenius. Så er der overstået et herligt møde med gode spanske kammerat Alejandro Kaodebenius. Qui finit par le nommer délégué officiel de l'association pour le Danemark. Et il va jouer un rôle majeur dans cette histoire. Parce que c'est le président et fondateur de la KFA. Et qu'il est le seul étranger à travailler officiellement pour le gouvernement nord-coréen. D'ailleurs, il porte souvent, voire tout le temps, l'uniforme militaire du pays avec toutes les médailles que le régime lui a données. Et il est devenu avec le temps l'un des principaux intermédiaires entre le régime et le reste du monde. I created the Korean Friendship Association so I could facilitate
the meeting and the bridge between DPRK and the rest of the countries in the world. Donc, si vous voulez faire affaire avec le régime, il y a de fortes chances que vous deviez passer par Alexandro. C'est lui qui organise des voyages pour les délégations étrangères, les journalistes et les investisseurs. Grâce à cette amitié naissante, Ulrich va pouvoir aller en Corée du Nord pour la première fois en tant que délégué officiel de la KFA. Ouais, là ça rigole plus. Sa promotion va lui ouvrir les portes de l'un des pays les plus dangereux au monde. Et il sait qu'il pourrait ne jamais en revenir si sa couverture était grillée. Surtout qu'Alexandro, c'est quelqu'un de très dangereux. C'est une sorte de mini-dictateur. Une fois sur le territoire nord-coréen, il peut faire ce qu'il veut. Do you think Alejandro is dangerous? Yes, I do, especially when he's in North Korea. Et Ulrich commence vraiment à flipper de se faire cramer. Mais il prend le risque. Un petit pchit de parfum et il part pour la première fois en Corée du Nord. Une fois arrivé là-bas, il filme le plus de choses possible pour publier à son retour ses soi-disant vidéos de propagande en tant que bon chargé de communication. Par contre, c'est pas facile pour lui d'enquêter sur les coulisses du pays, parce qu'il n'a pas le droit de sortir de sa chambre d'hôtel sans être escorté. Mais le voyage lui permet quand même de visiter le pays pour prendre la température et rencontrer quelques hauts placés. Il se rend aussi dans une école et il offre aux élèves des Lego. Un cadeau qui est assez symbolique puisque Lego est une marque danoise et ça permet de faire le lien entre la Corée du Nord et le Danemark. Et il est tellement impliqué dans son rôle qu'il repart avec une médaille de l'amitié. Hey, congratulations. Surtout que ce petit pins, c'est une sorte de laissez-passer. S'il revient en Corée du Nord, il sera assez tranquille. De retour au Danemark, il est à nouveau promu et il s'occupe maintenant de superviser la KFA pour toute la Scandinavie. Et il doit maintenant faire des apparitions à la télé pour répandre la bonne parole de la Corée du Nord. This is Ulrich out of Copenhagen. In North Korea, you have many good things that you've never seen. I was surprised to see how bright the future looks for the North Korea. Ce poste lui donne aussi une légitimité officielle et il reçoit maintenant des documents signés par le régime nord-coréen. Il faut quand même se rappeler qu'à la base, c'est juste un cuisinier à la retraite. Il n'a jamais fait de formation d'espion et là, il se trouve au cœur du réseau de la Corée du Nord. Bon, par contre, ça va commencer à être difficile pour lui, parce que sa nouvelle promotion lui demande tellement de temps qu'il commence littéralement à mener une double vie. D'un côté, c'est le père de famille à la retraite qui mène une vie un peu boring dans la banlieue de Copenhague, et de l'autre, c'est un putain d'espion. Il se retrouve donc à devoir jouer un rôle, même devant sa propre famille. Mais Ulrich ne veut pas s'arrêter là. Selon lui, ce n'est que le début de son infiltration. Il voyage un peu partout, en Espagne, en Norvège, mais c'est moins facile pour lui de tout filmer, parce qu'il n'est plus chargé de communication, alors il commence à porter des caméras cachées. Et ces petites caméras cachées vont lui être d'une très grande utilité. Parce que peu de temps après, Alexandro le contacte en lui disant qu'il cherche des personnes prêtes à investir jusqu'à 1 million d'euros en Corée du Nord. Et Ulrich, qui visiblement n'a peur de rien, voit ça comme une opportunité en or. Il sait que c'est une porte ouverte à toutes les affaires sombres de la Corée du Nord. Alors, il recontacte Mads Brugger, le réalisateur du début de notre histoire, et après de longues discussions, ils en viennent à la conclusion qu'il faut embaucher un acteur qui jouera le rôle d'un riche investisseur. Sa mission sera d'infiltrer les réseaux de vente d'armes et de drogue du régime nord-coréen aux côtés d'Ulrich. Il faut donc trouver l'acolyte parfait. Mais c'est pas si simple, vous vous en doutez bien. Parce qu'au début, ils cherchent un acteur, mais si c'est quelqu'un de trouvable sur internet, ils se feront griller en 2 secondes. Alors, ils tentent de trouver un businessman, mais qui serait assez fou pour vouloir infiltrer la Corée du Nord. Eh bien, après beaucoup de recherches, ils trouvent le profil parfait. Il s'appelle Jim et il a un CV assez impressionnant. Il a servi dans la Légion étrangère française, puis il est devenu trafiquant de cocaïne et il a passé 8 ans en prison. Et Jim, il aime tellement l'adrénaline qu'il accepte le rôle. Il devra interpréter Mr. James, quelqu'un de très influent et qui s'intéresse beaucoup au business nord-coréen.
Det er jo ikke mig, der skal købe noget. Det er dem, der skal... Il est alors coaché par Ulrich, et si les Nord-Coréens leur demandent comment ils se sont rencontrés, l'histoire est déjà toute prête. Lorsqu'il travaillait encore, Ulrich aurait cuisiné pour des amis de James avant de devenir son chef privé. Pour ce qui est de l'allure de Mr. James, il portera des costumes de luxe et devra parler comme un chef d'entreprise. Mais avec son assurance naturelle, il n'aura pas vraiment besoin de jouer un rôle de ce côté-là. Il affiche même un certain mépris pour les règles qui va paradoxalement renforcer sa crédibilité dans son rôle. Pour le coup, il incarne parfaitement l'homme d'affaires qui est prêt à tout pour faire de l'argent. Mais n'oubliez pas, une seule erreur et ils sont morts. Et maintenant qu'on a notre acteur, il faut l'infiltrer. La première étape est donc de le présenter à Alexandro. Il se retrouve dans la suite d'un hôtel de luxe à Madrid, dans laquelle Ulrich a dissimulé des caméras cachées et des micros partout. Ulrich est très stressé, mais c'est le moment qu'il attend depuis des années. You're used to it. I'm not. Oh, I'm nervous. Shit. Okay, thank you. Mr. James se présente à Alexandro comme un investisseur milliardaire qui n'a pas de temps à perdre. Il ne traite pas Alexandro comme un supérieur, mais comme un intermédiaire. Il se montre exigeant, presque impoli par moments. Our minimum investment is 50 million euro. 50 euro. Yeah, 50. Because otherwise the revenue is not interesting. Et dès les premières minutes, ça match plutôt bien entre les deux. Et Alexandro est étonnamment peu suspicieux envers Mr. James. À tel point qu'au bout de quelques minutes, il commence à lâcher des dingueries. Our advantage, think about DPRK as the real only country in the world that we don't need to follow any rule from anyone. I have contacts up to our Marshal Kim Jong-un. Weapons, we can build submarines factories. We can build tank factories. Missiles, we sell our missiles to Iran. Intercontinental ballistic missiles that can reach any part of the world. Ouais, là ça va au-delà de tout ce que pouvait espérer Ulrich. Alors en repartant, Ulrich est soulagé, mais il est surtout content parce qu'il commence à toucher du doigt son objectif, dévoiler au monde entier le trafic d'armes de la Corée du Nord. Mais tout ça est loin d'être fini, parce que la rencontre avec Alexandro, c'était qu'une première étape. Maintenant, il faut partir en Corée du Nord pour attaquer les vraies négociations. Alors c'est super tout ça, sauf que là, ça devient vraiment extrêmement dangereux. Mais le truc, c'est que sans ce voyage, leur enquête n'ira pas plus loin. Alors, ils prennent la décision d'y aller, malgré le danger. Ça fait maintenant 7 ans qu'Ulrich est infiltré et il est prêt à tout pour aller jusqu'au bout. Et pour mettre toutes les chances de survie de son côté, Ulrich fait un stage accéléré avec un ancien espion de la CIA pour apprendre les bases des techniques d'infiltration. Ouais. Ok. On est vraiment dans un film d'espionnage. Pour autant, est-ce qu'il est vraiment prêt à tout ce qu'il va vivre en Corée du Nord? Ça, c'est pas sûr. So this is the real deal. Yeah. I tell you what, you are a hero of mine doing this. It's very dangerous. D'autant plus qu'il y retourne au moment où un étudiant américain est emprisonné, torturé et empoisonné par la Corée du Nord. Otto Frédéric Vambier s'était rendu dans le pays en tant que touriste. Mais il a volé une affiche de propagande dans le couloir de son hôtel. Et c'était déjà trop tard pour lui. C'est dans cette ambiance lourde qu'Ulrich et Mr. James prennent l'avion pour la Corée du Nord. Mais dès leur atterrissage, les problèmes commencent. Ulrich est mis à l'écart et un officier inspecte sa valise, dans laquelle il trouve une caméra. Ulrich avait encore l'excuse de l'avoir amené pour filmer des vidéos de propagande, mais c'est pas suffisant et la tension commence à monter. De son côté, Mr. James est emmené dans le lounge VIP de l'aéroport où Kim Jong-un passe son temps avant de prendre un vol. Bon, mais Ulrich, pendant ce temps-là, il est toujours bloqué jusqu'à ce qu'un de ses accompagnateurs lui demande « Avez-vous votre médaille ?» Ulrich montre alors sa médaille qu'on lui avait offerte lors de son premier voyage et à ce moment-là, l'officier qui fouillait sa valise recule de 3 pas, il s'incline et il lui dit « Désolé, bienvenue en Corée du Nord ». Son petit badge de la KFA l'a potentiellement sauvé ce jour-là. À la sortie de l'aéroport, une Mercedes les emmène directement à leur hôtel. Ulrich le sait, chaque chambre est truffée de micros. Donc même lorsqu'ils sont seuls, ils doivent rester dans leur personnage. Mais ça veut pas dire qu'ils vont pas s'amuser. Ils sont accueillis avec des montagnes de nourriture et d'alcool et des chanteuses leur interprètent des chants à la gloire des leaders. Mais c'est là que les choses sérieuses commencent. Jim est présenté
à Mr. Kang, un personnage clé qui représente les intérêts commerciaux et militaires du pays. L'ambiance est lourde. On parle pas encore de missiles, mais on teste d'abord sa résistance à l'alcool et sa capacité à tenir une conversation. Ulrich, lui, reste à côté, tandis que Jim doit improviser des réponses sur ses business. Mais malgré son passé de criminel qui l'aide à jouer son rôle parfaitement, les Nord-Coréens restent suspicieux. Le soir même, Mr. Kang vient voir Ulrich dans sa chambre et lui demande Are you sure that this man has all the money that he's talking about? Terrifié, Ulrich répond calmement « Oui, Mr. James a beaucoup d'argent et il veut investir ». La porte se referme, Ulrich en tremble encore et il va se coucher. Pendant les jours qui suivent, Ulrich et Mr. James se font balader dans Pyongyang comme des touristes. Ils visitent le centre de sciences et de technologie et même le parc aquatique de la ville. Ouais, ils comprennent pas vraiment toutes ces visites, mais ils ne font rien transparaître. Ils montrent juste qu'ils sont heureux d'être là. Et pendant ces plusieurs jours de visite, Mr. James va être questionné régulièrement sur ses activités. Quels sont les noms de vos entreprises? Comment blanchissez-vous votre argent? Ou comment transportez-vous les armes que vous achetez? Il utilise son passé de trafiquant de drogue pour inventer des réponses bidons qui paraissent à peu près crédibles. Et ce qui est fou, c'est que ça fonctionne. Par contre, Ulrich, lui, il est encore très stressé. Il doit gérer Mr. James, les Nord-Coréens et filmer le tout sans être suspect. Mais tous les risques qu'il prend, c'est pour la bonne cause. Et il allait bientôt avoir la preuve qu'il cherchait depuis des années. Après 3 jours en Corée du Nord, on leur demande de monter dans une voiture. On les amène dans la banlieue de Pyongyang. Ce qui est assez bizarre, parce qu'aucun étranger ne va là-bas. Et Ulrich le sait. Alors sur tout le trajet, il a peur. On les fait sortir de la voiture et on leur demande de descendre dans un souterrain. Et marche après marche, dans cet escalier sombre et flippant, ils arrivent dans un couloir et la seule chose à laquelle il s'attend à ce moment-là, c'est d'entendre le bruit d'une arme se charger juste derrière lui. Tout ça pour ça. 7 ans de mensonges auprès de sa femme et de ses enfants, 7 ans à mener une double vie, 7 ans d'infiltration pour finir avec une balle dans la tête dans un souterrain de Pyongyang. Mais il n'entend rien. Seul le bruit de leurs pas résonne dans ce long couloir qui les amène à une porte, derrière laquelle se trouve une salle de conférence luxueuse avec au centre une immense table remplie de nourriture. Là, ils comprennent plus rien. Et toujours en gardant leur poker face, ils s'assoient à la table. Puis, on leur donne un menu. C'était pas le menu du restaurant, la bouffe était déjà sur la table, donc il n'y a rien à commander. Alors si c'est pas le menu du restaurant, qu'est-ce que c'est? Eh ben tenez-vous bien, parce qu'il s'agit d'un catalogue d'armement. Dessus, Ulrich et Mr. James découvrent stupéfaits la liste de toutes les armes, tous les lance-roquettes, tous les missiles, tous les tanks que la Corée du Nord veut leur vendre. Absolument tout est détaillé, même les prix. Vous pouvez acheter 5 missiles Scud pour 14 millions de dollars. Mais si vous choisissez la version longue portée, vous passez à 24 700 000 dollars. Mais c'est pas fini, parce qu'après de longues négociations, les Nord-Coréens mettent un contrat sur la table. Un contrat officiel actant la construction d'une usine d'armement pour produire le matériel acheté par Mr. James, qui accessoirement produira aussi de la méthamphétamine. Par contre, cette usine ne sera pas construite en Corée du Nord, parce que ça serait pas assez discret pour l'expédition de la marchandise. Donc il propose de l'installer sur le continent africain. Et c'est comme ça que Mr. James finit par sortir son stylo bic pour signer un contrat officiel à plusieurs millions de dollars avec la Corée du Nord. C'est le Saint Graal pour Ulrich. Le catalogue de missiles plus le contrat, ce sont les preuves parfaites d'un crime international. Et c'est ce qu'il cherchait depuis toutes ces années. Et tout ça, il le filme tranquillement avec sa petite caméra parce qu'il est tellement haut placé dans la KFA que les Nord-Coréens, oui, ils sont ok pour qu'il filme ses petites vidéos de vacances. C'est fou. Et là, vous vous demandez peut-être la même question que moi, comment des responsables nord-coréens qui sont habitués à vivre dans la paranoïa ont-ils pu accorder leur confiance à un type qu'ils connaissaient à peine? La réponse est plutôt simple. C'est vital pour eux.
Le régime a cruellement besoin d'argent. À cause des sanctions de l'ONU, c'est presque impossible pour eux de faire rentrer du cash pour renflouer leurs caisses et financer leur programme nucléaire. Les seules solutions qu'ils ont sont toutes illégales, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont commencé à devenir des champions du hacking, qui est leur plus grosse source de revenus aujourd'hui. Mais il y a aussi l'exportation de leurs travailleurs qui leur rapporte un peu d'argent. Des millions de Nord-Coréens sont envoyés en Chine ou en Russie pour bosser dans la construction ou le textile. Après ça, l'État leur confisque jusqu'à 90% de leur salaire et ça rapporte des centaines de millions par an au pays. Mais le gros morceau, celui qui nous intéresse pour notre histoire, c'est la vente d'armes. La Corée du Nord est devenue le supermarché des pays sous embargo. Ils vendent leurs missiles, leurs munitions et leur expertise à n'importe quel groupe armé ou régime prêt à payer. Alors quand Mr. James débarque avec ses millions prêts à investir dans une usine clandestine, pour les Nord-Coréens, c'est une aubaine. Et donc, pour revenir à notre usine, il est rapidement décidé qu'elle sera construite en Ouganda. Un petit pays africain avec lequel la Corée du Nord a des contacts. Par contre, il faudra qu'elle soit installée sur une île pour que ce soit un peu plus discret. Et c'est comme ça que Jim va simplement sur Google et tape « île à vendre en Ouganda ». Et littéralement 3 clics plus tard, il trouve une île sur le lac Victoria achetable pour seulement quelques millions de dollars. Et là, tout s'accélère. Ils en parlent aux Nord-Coréens qui leur donnent leur accord, puis très rapidement, ils se rendent en Ouganda pour visiter l'île et finaliser les derniers détails. Ce qui nous amène à notre maquette. Parce que même si la Corée du Nord a des contacts dans le pays, et même s'ils construisent cette usine sur une île qui est très isolée, ils peuvent pas dévoiler ouvertement leur plan. Donc notre bande de joyeux lurons arrive avec un beau projet d'hôtel de luxe. Un bâtiment magnifique, des piscines et même un golf. Mais surtout, l'opportunité d'amener plein de riches touristes dans la région. Et le gouvernement ougandais adore l'idée. That's sweet music to our ears. Yes, that's what I do. Give me an amen. Amen, brother. Mais nous, c'est pas les piscines ni le golf qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse le plus, c'est de visiter les sous-sols. Parce qu'à quelques mètres sous terre, allait se trouver notre usine d'armes et le laboratoire de méthamphétamine. Ici, des dizaines de Nord-Coréens travailleront jour et nuit dans le plus grand des secrets. En regardant cette maquette, on croirait voir un bunker. De longs couloirs, d'immenses salles bétonnées qui seront remplies de tout l'équipement nécessaire pour produire une armada. Et l'hôtel, lui, n'est qu'une excuse pour détourner l'attention, une façade. Surtout que pour expédier les marchandises, une piste d'atterrissage sera construite sur l'île. Donc, sans l'hôtel, toute cette opération serait grillée à des kilomètres. C'est en allant visiter l'île que Ulrich et Mr. James vont découvrir l'un des aspects les plus tristes de toute cette histoire. Des milliers de personnes y vivent et il faut les déplacer de force pour construire cet hôtel. Mais ça, les habitants ne le savent pas. On leur a juste dit que des gens venaient visiter l'île pour y construire un hôpital, ce qui est évidemment faux. Mr. James, qui devait jouer son rôle de milliardaire sans scrupules, a donné son accord pour ce plan. Mais il est horrifié par la facilité avec laquelle le régime et certains intermédiaires ougandais étaient prêts à chasser des milliers de gens de leur maison. My duty is to remove those people on the land without causing friction. Yeah. Et le pire, ça a été la visite de l'île, parce que les habitants les ont accueillis comme des dieux. Parce qu'ils étaient persuadés qu'on venait les aider. I was feeling really bad when we left the island. Après toute cette mise en scène, un nouveau contrat est signé pour lancer définitivement le projet. Mais c'en est trop. Jim n'en peut plus, même Ulrich commence à s'en vouloir. Ils sont satisfaits d'avoir pu aller aussi loin dans leur enquête et surtout de toutes les images qu'ils ont pu filmer. Mais plus le projet en Ouganda avançait, plus la situation devenait dangereuse. Parce que les Nord-Coréens ont commencé à exiger des transferts d'argent de plusieurs millions de dollars pour pouvoir lancer la construction de l'usine souterraine. Sauf que Mr. James, il pouvait plus se contenter de juste signer des papiers. Alors, Mads et Ulrich décident qu'il est temps de retirer Jim du jeu. Ils ont choisi la stratégie du silence total.
Du jour au lendemain, Mr. James a cessé de répondre aux appels, aux emails et aux messages cryptés d'Alexandro et des Nord-Coréens. Jim les a ghostés. Mais Ulrich, il n'est pas encore sorti d'affaire. Lui aussi, il doit trouver un moyen de tout arrêter, mais il a une position qui est très délicate. Alors, il a continué son jeu. Il s'est excusé 1000 fois auprès d'Alexandro en lui disant qu'il ne comprend pas sa réaction et qu'il ne sait absolument pas pourquoi il a disparu. Yes, no, that really make us lose a lot of money, a lot of time. I feel myself like a big idiot. Mais à un moment donné, il va quand même falloir qu'il sorte d'affaire d'une manière ou d'une autre. Ça n'a plus de sens qu'il continue et c'est trop dangereux pour lui. Alors, il choisit de tout dévoiler à Alexandro. Mads et Ulrich sont dans une chambre d'hôtel. Ulrich se sent mal. Il sait que c'est la fin de l'aventure après 10 ans d'infiltration. Alexandro arrive tout content, pensant discuter des activités de la KFA avec son ami Ulrich. Et c'est à ce moment-là qu'Ulrich lui avoue tout. Alejandro, before we get started, I have a few things I want to tell you. All our meetings together has actually been filmed, and I've been acting like a mole because I'm making a film with you. And I would really much like you to meet the instructor who's been helping me through this movie. So please meet him here. Hello, Alejandro. Yes, hello. We meet again. Yeah. Alexandro a quitté la visio sans rien dire. Pendant des années, ils ont été collègues et même amis. Ils ont vécu énormément de choses ensemble et même si Ulrich lui a menti, il avait quand même une sorte d'attachement envers lui. Mais en seulement quelques secondes, il a perdu tout contact. Vil du gerne være muldvarpe igen? Ikke på samme måde. Eller, man skal aldrig sige aldrig. Et après ça, Ulrich avait une dernière chose à faire. Ulrik har noget, han gerne vil fortælle til dig. En rigtig lang historie. Ça fait maintenant 10 ans qu'il ment à sa femme, mais c'est maintenant le moment de tout lui avouer. Jeg er bare rystet. Il lui a tout raconté. La Corée du Nord, les rencontres avec les vendeurs d'armes, les contrats et même l'Ouganda. Og jeg synes jo et eller andet sted, at du er en idiot, fordi du ikke har fortalt mig noget. Vous imaginez le choc? Det er vigtigt at få med. Ulrik er et af de modigste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Sådan i hverdagen, så ser man ham jo ikke som, og hvad det har af konsekvenser for os som familie. Et au bout de quelques minutes, elle commence à réaliser que sa vie et celle de ses enfants sont maintenant en danger. Parce que les Nord-Coréens vont essayer de les retrouver. Det har været vanvittigt. Det har det jo nok. Det har været vanvittigt for mig. Le documentaire dont vous avez vu de nombreux extraits s'appelle The Mole, la taupe en français. Et il est sorti le 11 octobre 2020. Il a eu un grand retentissement, notamment parce qu'il y avait des images exclusives des armes nord-coréennes. Ulrich a même été interrogé par des experts du Conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, Mr. James vit aujourd'hui sous surveillance. Mais il continue de s'exprimer publiquement et il a déclaré que son passé de criminel lui permet de ne pas vivre dans la peur. Ce qui n'est pas le cas d'Ulrich, qui est resté un peu paranoïaque après toute cette histoire. Aujourd'hui, il est conférencier et il parcourt le monde entier pour raconter son histoire. Son infiltration est désormais considérée comme une référence dans le monde de l'espionnage. Lui, le simple cuisinier à la retraite qui a réussi à infiltrer les réseaux de la Corée du Nord pendant près de 10 ans. Le Danemark l'a donc mis sous protection et Ulrich sait qu'il devra vivre avec cette menace pour le restant de ses jours. Pour ce qui est de cet hôtel, il n'a jamais été construit. Aujourd'hui, le village est toujours là, mais les habitants, eux, attendent toujours l'hôpital qui leur avait été promis. La seule chose qui reste de ce projet, c'est cette maquette. Le chantier n'a jamais commencé, l'usine n'a jamais existé et les armes n'ont jamais été fabriquées, mais cette histoire, elle, est bien réelle.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, ça coûte juste un clic et moi ça me soutient beaucoup. Et puis vous pouvez aussi booster la vidéo, la liker et la commenter. Merci à tous ceux qui le feront, ça me soutient énormément. Merci aussi à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour rappel, vous avez 4 mois d'abonnement supplémentaire sur les abonnements NordVPN de 2 ans, mais cette offre est uniquement disponible via mon lien en description et en commentaire épinglé. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!